Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie. Alors au cours de ces petites vidéos, à défaut bien sûr de pouvoir dire ce que sera l'avenir, j'essaie, comme vous avez pu le voir, d'identifier les points de vulnérabilité du système économique actuel qui peuvent être mis sous tension par la crise générée par le coronavirus. La très forte baisse de la production liée au confinement, dont nous avons parlé dans les vidéos précédentes, crée en effet quelque chose comme une onde de choc se transmettant à l'ensemble de notre système économique, social et politique, qui est par ailleurs fortement ébranlé bien sûr par la crise sanitaire. Alors cette onde de choc fait en quelque sorte office de révélateur des faiblesses, des déséquilibres et des injustices de ce système. Le secteur bancaire et financier est un de ses principaux points de vulnérabilité, parmi, d'après moi, les plus préoccupants, et c'est sur lui que je me concentrerai dans cette troisième partie. Ce sera l'occasion de faire un bilan de la place qu'a pris ce secteur dans nos économies et d'envisager des voies de transformation. Alors nous avons vu à la fin de la dernière partie qu'un des rôles fondamentaux de l'activité financière, si ce n'est son rôle principal, était de construire le futur par l'intermédiaire des prêts que ce secteur accorde aux personnes ou aux collectifs qui souhaitent investir. Les risques qui s'accumulent autour du secteur pétrolier en lien avec la crise du coronavirus, que nous avons vu dans la précédente partie, révèlent à quel point les banques et les marchés financiers ont failli dans cette mission d'intérêt général. En particulier, mais pas seulement, sur le pétrole de schiste aux États-Unis, elles ont investi lourdement dans les énergies fossiles ces dernières années. Un rapport récent, produit par des ONG états-uniennes, intitulé Banking on Climate Change, chiffre en effet à 1900 milliards de dollars les prêts réalisés aux énergies fossiles entre 2016 et 2018 par les grandes banques mondiales. Vous pouvez voir ces chiffres sur le graphique ici, et vous y voyez donc le palmarès de ces financements où apparaissent sans surprise aux premières places des banques des États-Unis, celles qui ont financé le boom du gaz et du pétrole de schiste dans ce pays, mais apparaissent également en bonne place des banques françaises, dont notre rapport, dont on va voir également les chiffres, produit cette fois par l'ONG Oxfam, montre que sur la période 2016-2017, leurs financements donc aux banques françaises au secteur de l'énergie ont été consacrés à 71% aux énergies fossiles. Vous le voyez ici, ça représente un peu plus de 40 milliards de dollars, donc d'euros, 42,9 milliards d'euros consacrés aux énergies fossiles, alors que dans le même temps, seulement 12 milliards étaient consacrés aux énergies renouvelables. Ces investissements, bien sûr, aggravent le réchauffement climatique, mais ils ajoutent, on l'a vu par ailleurs, un risque qui apparaît aujourd'hui très crûment avec la crise du coronavirus, un risque d'effondrement bancaire lié à ces investissements pétroliers. C'est le risque lié à ce qu'on appelle le problème de l'échouage des actifs. Alors en résumé, non seulement les banques n'agissent pas dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, mais elles compliquent le tableau pour y parvenir. Alors en plus d'être inefficace à financer ce dont nous avons besoin, nous allons voir que le secteur financier et bancaire nous fragilise par son instabilité. Le krach boursier observé à la fin du mois de février en est une preuve supplémentaire, même si les principaux indices boursiers sont depuis repartis à la hausse. Ce krach, évidemment, a et va avoir un impact sur la santé des banques. Pourquoi ? C'est très bien expliqué dans un article de Frédéric Lordon dans son blog, un article qui s'appelle Corona Crack, que je vous invite à consulter. Alors, Frédéric Lordon est aujourd'hui philosophe, spécialiste de Spinoza notamment, mais il a été, et puis il est toujours, économiste spécialiste de finance. Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance très précise des mécanismes financiers et qui explique là, dans cet article, comment, par l'intermédiaire des stratégies notamment de levier, les banques se mettent en danger sur les marchés boursiers. Alors ce krach boursier et sa transmission au secteur bancaire vient poser au moins deux questions. La première, c'est celle de l'importance de la finance dans nos économies aujourd'hui. On est dans des économies, on parle de capitalisme financier, j'y reviendrai tout à l'heure, mais dans des économies très financiarisées, avec des marchés financiers qui sont aujourd'hui mondiaux. Ça n'a pas toujours été le cas, et c'est même plutôt récent. C'est à partir des années 70, mais même plutôt 80-90, que les marchés se sont internationalisés. Il y avait avant du contrôle au capital, des contrôles au mouvement d'argent dans le monde. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, ça crée des marchés financiers qui sont gigantesques et qui sont par nature, en fait, ça on le sait depuis longtemps, qui sont par nature déstabilisateurs. Les marchés financiers, en effet, sont des marchés qui surréagissent, sur lesquels on observe des augmentations et des baisses de prix très très fortes, qui s'emballent, en fait, des marchés qui s'emballent par l'intermédiaire de mécanismes mimétiques. Pourquoi ? Pour un mécanisme assez simple qui est que sur ces marchés-là, il n'existe pas de
de mécanisme de rappel, de force de rappel. Je vais essayer de vous expliquer ça en une minute. Si vous prenez n'importe quel bien, prenez par exemple 1 kilo de tomates, il y a un moment où l'augmentation du prix du kilo de tomates va se traduire par une baisse de la consommation de tomates, une baisse de la demande de tomates. Les gens vont acheter moins de tomates parce qu'elles sont plus chères. Et donc, vu qu'il y aura moins de demande de tomates, moins de tomates achetées, la baisse de cette consommation va générer derrière une baisse de prix parce que les producteurs, voyant qu'ils ont moins de consommateurs, vont se mettre à baisser leur prix. Donc on ne peut pas avoir une augmentation infinie du prix de la tomate. Elle rencontre une force de rappel. Cette force de rappel passe par la demande du consommateur. À l'inverse, le prix de la tomate ne peut pas chuter non plus éternellement. Il y a un moment où le prix de la tomate chutant, de plus en plus de gens vont acheter de la tomate et le prix de la tomate donc finira par remonter. Bon, ceci est un peu théorique, mais l'idée générale est celle-là, c'est que sur les biens réels, comme les tomates, vous pouvez prendre plein d'exemples comme ça, on a des forces qui font que les prix ne peuvent pas s'envoler au plafond ou partir complètement au sous-sol. Dans la finance, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on est sur des mécanismes qui, au contraire, sont des mécanismes d'emballement, puisque sur un mécanisme d'emballement boursier, typiquement, quand le prix d'une action, par exemple, augmente, ça ne décourage pas les consommateurs, au contraire, ou les acheteurs, puis on va plutôt parler d'acheteurs d'actions, au contraire, cette augmentation du prix est un signe qu'ils vont peut-être pouvoir s'enrichir. Et donc, ils vont acheter des actions. Et donc, s'ils achètent des actions, et si tout le monde pense effectivement que le prix va augmenter, tout le monde va acheter des actions et le prix va réellement augmenter. Et ceci, finalement, s'auto-entretient parce que les gens, observant cette augmentation du prix des actions, se disent, mais en fait, ce prix des actions augmente. Donc, si j'en achète aujourd'hui et que ça continue à augmenter, je pourrais les revendre plus cher demain et donc gagner de l'argent. Et donc, tout le monde en achète et donc le prix augmente. Donc, on voit là qu'on a un mécanisme d'emballement dans lequel il n'y a pas de force de rappel, c'est-à-dire l'augmentation du prix ne baisse pas la quantité d'acheteurs, au contraire, elle l'augmente. Et on a exactement le même mécanisme à la baisse, qui fait que les prix sur les marchés boursiers ont comme ça des dynamiques d'emballement ou à la hausse ou à la baisse. Et ça, c'est évidemment très déstabilisateur pour les économies, notamment quand ces mécanismes de perte, d'emballement à la baisse, viennent se traduire sur la santé des banques. Et ça m'amène à la deuxième remarque sur ce point-là, qui est le lien qu'entretiennent aujourd'hui les banques entre leur activité classique de banque, je dirais celle qui consiste à recueillir vos dépôts, à vous prêter de l'argent, à faire l'activité de crédit, de dépôt, et puis l'activité qui va être celle de banque d'affaires où les banques vont intervenir sur les marchés financiers et agir pour leur propre compte sur les marchés financiers, c'est-à-dire acheter ou vendre des actions ou d'autres produits financiers. Et aujourd'hui, les banques sont ce qu'on appelle universelles, mais pareil, ça n'a pas toujours été le cas, et donc, si elles perdent de l'argent sur ces activités, sur les marchés financiers, potentiellement, elles mettent en danger vos comptes en banque et les comptes de tout le monde et leur activité bancaire classique, qui est celle de faire du crédit. Alors ça avait été bien compris dans les années 30, et je vous parlais de Roosevelt tout à l'heure. Aux États-Unis, Roosevelt avait mis en place des réglementations, une loi qui interdisait justement, qui interdisait les banques de fusionner ce type d'activité, qui était une loi de séparation des banques entre leur activité bancaire classique et leur activité de marché. Aujourd'hui, les banques n'ont plus de séparation obligatoire et donc fusionnent ces deux types d'activités. C'est le cas aussi en France. Vous connaissez en fait le nom des banques françaises, c'est BNP Paribas. En fait, BNP, c'est la banque classique, disons, qui a fusionné, disons, avec Paribas, qui, elle, est une banque d'affaires. On a aussi Crédit Agricole Suez, c'est la même construction. Et donc, on a des acteurs aussi, aujourd'hui bancaires, qui, on le verra tout à l'heure, sont extrêmement, de fait, importants, en taille, je veux dire, très gros, et qui concentrent, en fait, du fait de leur activité sur les marchés boursiers, qui concentrent également beaucoup de risques. Donc là, les soubresauts sur les marchés financiers peuvent nous inquiéter en fait par ce biais-là, parce qu'ils risquent de mettre en danger les activités des banques qui, elles, sont extrêmement impliquées sur ces marchés. Alors, l'autre facteur de risque bancaire, c'est celui qui est relié à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est celui des faillites d'entreprises.
En effet, comme ce que je disais sur le secteur pétrolier aux États-Unis, lorsque des entreprises font faillite, lorsque beaucoup d'entreprises font faillite en même temps, évidemment, le risque est que ça entraîne derrière des faillites bancaires, puisque si beaucoup d'entreprises ne remboursent pas leurs prêts en même temps, eh bien, ça peut mettre en danger les banques, qui n'ont pas nécessairement anticipé des pertes aussi massives et aussi coordonnées. Il y a toujours, dans ces périodes de crise économique où il y a beaucoup de faillites dans le domaine de la production réelle, un risque de crise bancaire. Ce risque est renforcé par la situation dans laquelle nous sommes depuis quelques années, qui a été soulignée depuis maintenant, comme je disais peut-être, depuis l'après-crise des subprimes, par des économistes notamment comme Steve Keen, un économiste australien, mais il n'est pas le seul, qui ont souligné l'accumulation en fait des dettes privées dans le monde, dettes privées qui sont notamment encouragé par le fait qu'on ait des taux d'intérêt très très bas depuis la crise des subprimes. Quasiment l'argent est quasiment gratuit. Il y a une quantité d'argent gigantesque en fait qui a été créée suite à la crise des subprimes. Quantité d'argent qui est allée à plusieurs endroits, est allée sur les marchés boursiers, et qui a créé ces dynamiques d'emballement. On l'a vu dans la dernière vidéo, les valeurs boursières aux États-Unis ont été multipliées par 5. Alors ça, c'est vraiment sur ces 10 dernières années. Donc ça, c'est vraiment lié à cette injection d'argent par les banques centrales, cette injection d'argent dans les banques. Et donc, c'est ce qu'on appelle une bulle, en fait. C'est-à-dire une bulle, c'est quand le prix d'un actif augmente d'une façon complètement disproportionnée par rapport à l'augmentation du niveau général des prix, disons. Et on peut avoir aussi une bulle des quantités de crédit où, par ailleurs, la quantité de crédit augmente dans des proportions qui sont, disons, déraisonnables. En fait, on parle beaucoup des dettes publiques, mais les risques ces dernières années se concentrent surtout sur les dettes privées. C'est quelque chose d'assez peu connu, mais la crise de la zone euro, par exemple, est une crise de dette privée. On a focalisé l'attention sur la Grèce, qui était plutôt un cas à part, parce qu'il y avait en Grèce déjà, il y aurait de quoi dire aussi dessus, mais en tout cas une dette publique importante. C'était pas du tout le cas, par exemple en Espagne et en Irlande, où le ratio qu'on regarde tout le temps, même si peut-être pas dire grand chose, mais de la quantité de dette sur le PIB était descendu à 30 ou 35% dans les années 2000. C'était des pays qui étaient plutôt des élèves modèles de la zone euro. Mais par contre, ils avaient des ratios de dette privée très importants, notamment liés à de la spéculation dans l'immobilier et des bulles immobilières, là pour le coup, avec des augmentations de prix et de crédits très très fortes. On a pu le voir notamment en Espagne. Et la crise de la zone euro est en grande partie liée à ces mécanismes d'accumulation de dettes privées. La crise des subprimes, c'est aussi une accumulation de dettes privées. De façon générale, il y a une dynamique des crises dans le capitalisme qu'avait très bien montré un économiste dont s'inspire beaucoup Steve Keen, qui est Minsky, un économiste qui avait montré que les dynamiques de surendettement sont inhérentes au cycle financier et que les crises apparaissent très souvent par des situations où les acteurs privés, un petit peu emballés par les dynamiques de croissance, se surendettent jusqu'à un point où les activités ne sont plus rentables et on rentre dans une situation de crise. Toujours est-il que ça fait quelque temps que des collègues donc alertent en disant attention, on accumule trop de dettes privées et la prochaine crise apparaîtra par ici. Alors elle n'est pas apparue par ici, mais par contre ces fragilités sont là et les faillites auxquelles on va assister là, auxquelles on commence à assister, celles que j'ai décrites ici, liées à la crise du coronavirus, risquent d'être en fait l'aiguille qui fera éclater ces bulles de crédit et qui peut là potentiellement faire de gros dégâts au niveau bancaire. On voit donc que beaucoup de risques se concentrent ici sur le secteur bancaire, qui sera donc un secteur à regarder de près dans les mois qui viennent. Et il faudra d'autant plus le regarder de près qu'il est dans une configuration actuellement qui est plutôt dangereuse, puisque le secteur bancaire au niveau mondial est organisé sous une forme, disons, d'oligopole. Alors qu'est-ce que c'est une oligopole ? C'est
une structure de marché, un marché organisé autour de très peu de vendeurs. Aujourd'hui, il existe dans le monde une trentaine de banques qui sont qualifiées de systémiques. Ce terme de banque systémique avait notamment été mis en avant par les États lors d'un sommet après la crise des subprimes, qui avait à l'époque identifié 26 ou 28 banques, il y en a un peu plus maintenant, qui sont qualifiées de systémiques parce que leur taille est telle que si elles s'effondrent, elles emportent avec elles tout le système financier international et donc toute l'économie mondiale. Alors quand on parle de grande taille, hein, je le montre là, on parle de banques qui ont des bilans qui sont, par exemple pour la France, les deux plus grandes banques françaises, BNP Paribas et Crédit Agricole, ont des bilans qui sont supérieurs au PIB français, donc à la richesse produite en un an en France. Et ces banques donc sont en position d'oligopole, c'est-à-dire qu'elles contrôlent à elles seules à peu près tous les marchés financiers. Alors c'est quelque chose qui a été montré de façon assez simple mais imparable par justement François Morin dans un petit livre qu'il a sorti en 2015 et qui s'appelle L'hydre mondial, qui est une étude sur l'oligopole bancaire où il a tout simplement pris la liste de ces banques systémiques et où il a regardé la part qu'elles avaient sur tous les marchés financiers. Et il montre de cette manière-là que en fait les marchés sont largement contrôlés par quelques-unes de ces banques. Ces géants bancaires et leur position oligopolistique posent une série de problèmes. Le premier de ces problèmes, c'est que, paradoxalement, du fait de leur taille, ces banques sont une source majeure de vulnérabilité pour l'économie mondiale. En effet, le fait que la faillite d'une seule de ces banques puisse entraîner toutes les autres constitue une menace permanente sur l'économie. Et ces banques le savent bien et de fait elles savent qu'elles sont ce qu'on appelle too big to fail, ça veut dire trop grosses pour tomber, trop grosses pour faire faillite et surtout trop grosses du coup pour que les États puissent leur laisser faire faillite. Elles le savent donc et c'est ça qui constitue le deuxième problème, un problème important car se sachant protégées par leur taille, eh bien ces banques prennent davantage de risques que les autres banques et en tirent ainsi des avantages concurrentiels par rapport à celles qui sont plus petites qu'elles. De ces garanties que leur donne le soutien inconditionnel des États, elles tirent ce qu'on appelle des subventions implicites qui ont été évaluées à plus de 100 milliards d'euros dans différentes études que citent des études qui ont été réalisées dans les années 2010 et que cite Laurence Cialom dans un ouvrage récent qui s'appelle La fascination de l'ogre ou comment desserrer les taux de la finance. Laurence Cialom, elle est professeure d'économie à l'université Paris-Nanterre et elle est spécialiste des questions bancaires et financières. Alors dans cet ouvrage, elle analyse notamment en détail ce qu'on appelle parfois un peu pudiquement entre économistes la capture du régulateur par le secteur bancaire ici en l'occurrence. Alors qu'est-ce que c'est que la capture du régulateur? Dit autrement, c'est le détournement de l'intérêt général au profit d'intérêts privés, ici en particulier ceux des banques. Alors cette influence, elle s'opère notamment par le phénomène qu'on appelle des portes tournantes entre le secteur bancaire privé et des postes de responsabilité dans le secteur public. Il y a un documentaire qui montre ceci très bien aux États-Unis, c'est Inside Job, un documentaire sur la crise des subprimes, par ailleurs très bon, mais il n'y a pas besoin de traverser l'Atlantique pour montrer ce type de pratiques. Elles sont en effet très communes en France et en Europe. L'histoire, en effet, retiendra probablement que les Français ont choisi avec Emmanuel Macron en 2017, soit quelques années après une des plus grandes crises financières de l'histoire, un président issu du monde de la banque. Mais comme leur nom l'indique, les portes, elles s'ouvrent dans les deux sens, ces portes tournantes. Et le recrutement par Goldman Sachs, qui est la très influente banque d'affaires états-unienne de Manuel Barroso, qui est lui l'ancien président de la Commission européenne, est également emblématique, un exemple emblématique de ces phénomènes de porte tournante. Alors la porosité des mondes politico-administratifs et financiers s'observe à des échelles moins spectaculaires. On peut penser par exemple, vous vous souvenez peut-être de lui, de François Peyrol, qui fut secrétaire adjoint à l'Élysée de Nicolas Sarkozy et qui, à ce titre, pilota le rapprochement entre la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne, avant de devenir, quelque temps après, le président du directoire du
nouveau groupe qu'il avait contribué à créer, qui s'appelle maintenant BPCE, donc Banque Populaire et Caisse d'épargne. Et puis prenons un exemple récent et assez éclairant sur ce type de pratique qu'on appelle aussi le pantouflage en France. Cet exemple, c'est celui de Marianne Barbat-Layani, qui est une ancienne inspectrice des finances, qui a commencé sa carrière au Trésor et qui depuis a fait plusieurs allers-retours entre le secteur bancaire et l'administration. Elle a notamment été membre du cabinet ministériel de François Fillon, où elle était en charge des dossiers financiers à l'époque où il était Premier ministre. Et puis, suite à ça, elle est partie diriger durant 5 ans la Fédération française bancaire, qui n'est rien d'autre que le lobby bancaire français. Et elle vient d'être nommée, fin 2019, par le Conseil des ministres, secrétaire générale des ministères économiques et financiers. Alors associé à la taille gigantesque de ces établissements bancaires, ces allers-retours entre sphères politiques et milieux bancaires et financiers participent évidemment à l'influence, au pouvoir d'influence majeur qu'a gagné ce secteur d'activité depuis quelques années, qui de plus en plus s'accompagne, ce pouvoir, d'un sentiment d'impunité qui a conduit ces dernières années ces groupes à ce qu'on peut appeler de la délinquance récidiviste. Les amendes au secteur bancaire pour fraude, escroquerie, manipulation des marchés ou évasion fiscale se sont multipliées et se sont chiffrés à plusieurs de centaines de milliards de dollars ces dernières années, disons depuis la crise des subprimes. Le dernier scandale en date, qui est celui dit du CumEx, qui a été révélé au mois d'octobre 2018, est assez exemplaire. Il montre que par l'intermédiaire de savants montages financiers des banques, parmi lesquelles on retrouve BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole pour les banques françaises, ces banques ont littéralement volé plusieurs dizaines de milliards d'euros à des États européens. Des procès ont commencé à ce propos récemment. Donc si on fait maintenant le bilan de cette exploration un petit peu du secteur bancaire et financier, bilan qui, il est vrai, ressemble un peu à un réquisitoire, on voit que ce virus est venu révéler les fragilités, les dysfonctionnements, les vulnérabilités du secteur financier à 3 endroits. Premier endroit, qui est le dernier qu'on vient de voir, c'est donc au niveau de sa taille démesurée qui met en danger l'intégralité du système économique. Le deuxième point de vulnérabilité, c'est celui qui est lié à l'instabilité des marchés financiers, qui est un risque qui peut se manifester du fait des implications aujourd'hui des banques et des grandes banques systémiques donc sur ces marchés. Le troisième point de risque, c'est au niveau des investissements qu'ont réalisé ces banques dans différents types d'activités, en particulier dans les activités pétrolières, des activités qui sont gravement remises en question par la crise du coronavirus et plus généralement par le réchauffement climatique. On voit là que ces investissements ont été réalisés dans des secteurs qui sont à la fois nocifs, disons, pour la société, mais qui par ailleurs sont amenés à disparaître et donc à mettre en danger l'équilibre économique des banques qui leur ont prêté de l'argent. Et puis ces risques liés à l'investissement des banques se situent également dans ce qu'on a identifié comme étant des bulles de crédit qui se sont constituées notamment dans les années 2010 et qui sont en fait, on pourrait dire, des surinvestissements du secteur bancaire dans certains secteurs qui constituent à cet endroit-là donc des bulles de crédit importantes qui menaçaient d'exploser depuis quelques années et qui risquent d'être mises très fortement sous tension du fait du coronavirus et de la multiplication des faillites qu'il y aura liées au confinement, comme nous l'avons vu depuis le début de ces petites vidéos. Alors toutes ces vulnérabilités, tous ces risques liés au secteur bancaire, évidemment, comme je disais, ils existaient avant cette crise du coronavirus et cette crise ne vient que les révéler et potentiellement ce secteur bancaire risque de venir amplifier considérablement les effets de la crise. En effet, ce secteur financier constitue une forme d'épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête et qui fait craindre à chaque soubresaut économique, disons, un effondrement total du système financier, du système bancaire et financier. Alors écoutez, tout ceci, évidemment, la tentation très forte peut être de dire qui s'écroule, que ces groupes fassent faillite et qu'on en soit enfin débarrassé. Le problème, c'est que, comme je l'indiquais un petit peu tout à l'heure, mais rapidement, c'est qu'on ne peut pas se permettre ce luxe-là, disons. L'effet de souffle que créerait l'effondrement du secteur financier au niveau mondial
aurait des conséquences telles que il est très difficile, disons, de se le souhaiter. C'est quelque chose à côté de quoi on est passé, disons, de pas très loin, au moment de la crise des subprimes en 2008, de la vie même de Ben Bernanke, qui était le président de la Banque centrale américaine, qui a raconté que lors du climax, disons, de la crise, le jour de la chute de Lehman Brothers, ou le lendemain, ils ont pris conscience qu'ils étaient à quelques heures, s'ils ne faisaient rien, de l'effondrement total du système financier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, puisque c'est ça qu'il faut regarder, qu'est-ce que ça veut dire l'effondrement total du système financier? Frédéric Lordon, si c'est bien lui, il me semble que oui, il a ce don de la métaphore, pour qualifier cet événement économique, parle d'un retour à l'âge de pierre en 10 jours. Je crois qu'il parle aussi de l'hiver nucléaire économique. On est sur quelque chose qui, en effet, ressemble à ça. C'est pas très difficile à s'imaginer. Il faut tout simplement imaginer une situation où, à l'instant, dans l'espace d'un instant, disparaissent sur toute la planète, puisque toutes les banques et marchés financiers sont aujourd'hui interconnectés, disparaissent tous les moyens de paiement. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve comme ça, en un instant, dépouillé de tous ses comptes en banque, de l'utilisation de sa carte bancaire, de son chéquier, du virement, puisque de toute façon les comptes n'existent plus, il n'est plus question de lier de virement, les comptes n'existent plus parce que les banques n'existent plus, elles sont au tapis, et donc toute la planète se retrouve avec, en tout et pour tout, quelques monnaies, quelques billets qui restent à chacun dans les poches. Donc c'est des situations où on peut imaginer des sursauts de collectifs et d'organisations positives, mais on peut aussi imaginer des scénarios de chaos. C'est évidemment, en tout cas, des événements qui seraient extrêmement perturbateurs et dont on peut ne pas souhaiter l'occurrence. Ce qui ne veut pas dire, par contre, qu'on ne doit pas souhaiter la reprise en main de ces géants bancaires et la refondation complète de ce système bancaire et financier qui nous met en danger. Alors pour comprendre ce qu'il faudrait faire, il y a déjà quelque chose qui est important à saisir, c'est que ce monde que nous avons autour de nous, bancaire et financier, mais c'est évidemment valable pour le reste, n'a pas toujours été là. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul moyen de fonctionner, ce n'est pas le seul moyen de financer l'économie que d'avoir des marchés financiers internationalisés, que d'avoir des banques géantes plus grosses que des États. Et la meilleure preuve, c'est que bien l'économie mondiale a fonctionné sans tout ceci jusque, en gros, disons, dans les années 70. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? Eh bien, il y a l'émergence d'une nouvelle forme de capitalisme qu'on appelle le capitalisme financier. On parle aussi de néolibéralisme, qui est le capitalisme financier, disons, est une des caractéristiques du néolibéralisme. Alors, je vais essayer très rapidement de caractériser un petit peu ce capitalisme financier. Ceci a été fait par, notamment, je m'inspire surtout de ça, mais des auteurs français qu'on appelle la théorie de la régulation, qui sont des gens comme Michel Aglietta ou Robert Boyer, qui ont développé donc une théorie économique qu'on appelle théorie de la régulation à partir des années 70 et qui associe économie et histoire notamment, et qui part de l'hypothèse ou de l'idée que le capitalisme n'est pas quelque chose d'unique, qu'il existe différentes formes de capitalisme avec des caractéristiques différentes, que en particulier le capitalisme, disons, dans les années 50 en France, n'est pas le même que le capitalisme américain aujourd'hui, qui n'est pas le même que, le capitalisme anglais au 19e siècle par exemple, et qu'il y a ce qu'ils vont appeler des compromis institutionnels différents entre les formes de l'État, de la monnaie, du rapport salarial par exemple, qui sont différentes à chacun de ces moments du capitalisme. Donc celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un capitalisme qui est donc financiarisé, et qui débute donc dans les années 70 avec l'idée que face à la crise qui suit les chocs pétroliers de 1973 et de 1979, la solution pour retrouver la croissance sera d'ouvrir en grand les marchés financiers et
de laisser beaucoup plus de liberté aux banques. L'idée un petit peu générale, c'est qui soutient en fait ce capitalisme-là, et c'est l'idée de l'efficience des marchés financiers. Tout simplement, l'efficience des marchés financiers, ça veut dire que, selon les gens qui pensent que cela fonctionne, c'est une forme de main invisible du marché financier qui emmènerait l'argent là où il est toujours le plus utile. D'accord ? Et donc, si vous voulez que l'économie fonctionne mieux, au mieux, eh bien, il faut, selon cette théorie-là, laisser le capital, c'est-à-dire l'argent, circuler librement dans, évidemment, chaque pays, mais à l'international également. Ce qui fait que à partir des années 70, cette idée portée par des économistes, entre autres, eh bien, a conduit à libéraliser les marchés financiers, c'est-à-dire à enlever toutes les barrières qui avaient pu exister, qui avaient pu être mises en œuvre et installées après la crise de 1929, notamment aux États-Unis par Roosevelt, dont on a déjà parlé, et qui par ailleurs règles qui avaient plutôt fait l'épreuve de leur efficacité, puisque, comme on le voit dans le graphique ici, pendant cette période qui date, disons, de l'après-guerre jusqu'aux années 60-70, il n'y a quasiment pas eu de crise financière sur la planète. Alors, quelle était cette situation après la Deuxième Guerre mondiale ? On peut le voir en France en particulier, mais c'était le cas un peu partout de cette manière-là. Le marché boursier n'existait quasiment pas. Les banques étaient essentiellement des petites banques. Il n'y avait pas de géants bancaires tels qu'ils existent aujourd'hui. Et puis, je crois que c'est en 1962, on avait quasiment 80% du crédit qui était contrôlé directement ou indirectement par l'État. Donc une forme de financement qui était complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est vers celle-là qu'il faut revenir, mais en tout cas elle montre qu'il y a une autre chose, un autre moyen d'organiser la banque et la finance qui n'était pas complètement inefficace, puisque en matière économique, en tout cas, c'est ce système bancaire et financier qui a financé ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Donc, la sortie de ce système de financement s'est fait donc en ouvrant très largement les marchés. Alors les marchés d'échange par exemple, c'est-à-dire que les monnaies avant avaient une valeur fixée jusqu'à dans les années 70, et l'abandon de l'étalon or par les États-Unis dans les années 70 a conduit à ce que la valeur des monnaies fluctue au jour le jour sur un marché international. Ensuite, pareil, dans la même période, les États qui jusqu'alors, avec d'autres moyens de se financer, en France c'était par l'intermédiaire notamment du circuit du Trésor, se sont mis à se financer sur les marchés internationaux, ce qui a développé énormément ce qu'on appelle le marché des obligations. J'y reviendrai quand je parlerai de l'Europe, mais qui fait qu'aujourd'hui les États européens en particulier n'ont pas d'autre choix pour financer leurs dettes que d'emprunter auprès des banques. Ce sont les banques aujourd'hui, et ces grandes banques dont on parlait tout à l'heure, qui financent les États. Donc les marchés boursiers se sont beaucoup développés à partir des années 80 également, mais on peut dire ont été développés par les États, les gouvernements qui ont eux-mêmes légiféré dessus pour ouvrir ces marchés. C'est le cas également des marchés monétaires qui sont les marchés de la dette à court terme. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces marchés, je viens d'en faire un panorama assez rapide. Ce qu'on peut retenir aussi de ce capitalisme financier, c'est que c'est un capitalisme actionnarial. C'est pareil, ça paraît aujourd'hui une évidence que ce sont les actionnaires qui nécessairement ont le pouvoir dans les entreprises, mais ça n'a pas toujours été le cas, et particulièrement dans ce capitalisme de l'après-guerre qu'on qualifie aussi de fordiste, eh bien le pouvoir était plutôt aux managers, c'est-à-dire aux dirigeants des entreprises, qui n'étaient pas nécessairement, voire pas du tout, les propriétaires. Évidemment, la caractéristique ensuite de ce capitalisme financier, c'est que c'est un capitalisme de dette fondé sur le développement de la dette, et on a pu penser en ça que l'explosion de 2008, la crise des subprimes, était un peu la crise terminale de cette forme de capitalisme qui finissait par exploser dans ses contradictions, ou imploser dans ses contradictions. Ça n'a pas été le cas, au contraire, on a plutôt vu un renforcement en fait de ce capitalisme-là.
Et on peut dire qu'en 2008 a été ratée une occasion historique de remettre la main en fait sur le secteur bancaire. Pourquoi on a raté une occasion historique? Eh bien parce que en 2008, comme je le disais tout à l'heure, on est passé très très près de l'effondrement total du système financier et toutes les banques, à peu près toutes les banques mondiales se sont retrouvées dans une situation où elles dépendaient extrêmement étroitement de l'État et des banques centrales, et puis même directement de l'État, puisque l'État a dû recapitaliser, les États ont dû recapitaliser quasiment toutes les plus grandes banques mondiales, qui sont retrouvées donc par an pendant quelques mois à la main des États, qui à ce moment-là auraient pu donc réformer ce secteur bancaire, le transformer profondément, puisque c'est de ça dont on a besoin, mais ça n'a pas été réalisé. Alors on voit là qu'il y a quand même un enseignement historique à en tirer, c'est que, et un espoir peut-être par rapport à une éventuelle crise bancaire ou financière qui pourrait advenir, c'est que dans ces moments-là, ces acteurs qui sont d'une puissance inouïe se retrouvent à la merci des États. C'est-à-dire que si, suite à cette crise du coronavirus, on a un effondrement du même ordre qu'en 2008 du secteur bancaire et financier, la seule solution que nous aurons, ce sera de sauver ces mastodontes en amenant l'argent de l'État. Et ce moment-là sera un moment où, s'il advient, l'État, le pouvoir public, les pouvoirs publics reprendront la main sur ces établissements. Reprendront la main et pourront donc en faire ce qu'ils souhaitent. Alors qu'est-ce qu'il faudrait en faire ? On peut déjà retenir quelques idées, je ne vais pas faire un catalogue ici, retenir peut-être quelques idées saillantes qui me paraissent essentielles. Ce qu'il faudrait faire globalement, c'est tout un ensemble de transformations qui aboutissent à réduire, éliminer le pouvoir de nuisance des banques et des marchés financiers et qui permettent de remettre ces différents acteurs au service réellement de nos besoins économiques et de nos besoins tout court. Alors comment faire ça ? Comment d'abord réduire, voire éliminer, dans l'idéal, le pouvoir de nuisance de différents acteurs ? Prenons les marchés financiers. Le problème des marchés financiers, c'est que un des problèmes notamment, c'est qu'ils sont aujourd'hui internationaux et que un affolement sur un marché à un endroit peut provoquer par effet de contagion une crise sur à peu près toute la planète. Donc il faut remettre des barrières en fait à l'intérieur de ces marchés pour éviter les effets de contagion. Alors ça peut être des barrières géographiques par continent, par État, ça peut être également des barrières sectorielles, c'est-à-dire qu'il y aurait des marchés financiers spécialisés dans certains types d'activités. Ce sont des propositions que fait par exemple quelqu'un comme André Orléans, qui est un spécialiste français de la monnaie et de la finance. Ça, c'est donc l'idée générale de ces mesures-là, c'est d'arriver à démondialiser la finance. C'est-à-dire que la finance, dans sa configuration mondiale aujourd'hui, en fait, est un facteur de risque absolument gigantesque pour toutes les économies. Cette idée de réduire le pouvoir de nuisance, en réduisant la taille, elle doit bien sûr aussi être appliquée aux banques. Il faut appliquer ce qu'on appelle parfois des lois antitrust aux banques, qui ont été faites sur d'autres secteurs d'activité sur lesquels il y avait des oligopoles dans le passé, c'est-à-dire qu'il faut diviser ces banques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des banques d'une telle taille, c'est-à-dire qui sont des banques systémiques. Je le rappelle, le principe de la banque systémique, c'est que si elle tombe, elle emporte tout le système. Il faut éliminer ces banques-là en les divisant, en faisant des banques moins grosses, dont les activités seraient séparées d'ailleurs, activités de banque d'affaires et activités de banque de dépôt classique, des banques qui seraient donc plus petites et de fait plus en lien avec les besoins des territoires sur lesquels elles travaillent. Des banques qui, de fait, seraient réellement au service de l'intérêt général. Alors il ne suffit pas de réduire la taille des banques évidemment pour les mettre au service de l'intérêt général. Il faut évidemment changer leur gouvernance, c'est-à-dire la façon dont les décisions sont prises à l'intérieur de ces banques.
Ça peut être fait en introduisant d'autres acteurs à l'intérieur du fonctionnement et à l'intérieur de la décision, que ce soit des acteurs locaux, d'élus locaux, que ce soit des acteurs syndicaux, que ce soit des acteurs associatifs éventuellement, ou des représentants de différents types d'activités. Mais pour faire ça, évidemment, il faut changer aussi la propriété de ces banques-là. Construire des propriétés qui peuvent être des propriétés publiques de forme étatique comme ça a été mise en œuvre, mais c'est pas nécessairement la panacée. On peut imaginer des propriétés collectives plus petites qui seraient liées à des collectivités publiques ou alors qui seraient sous forme coopérative. Il y a évidemment une très grande tradition de banques coopératives en France. Malheureusement, ces acteurs coopératifs se sont éloignés pour la plupart de leurs idéaux d'origine, et donc il y a une réflexion aussi à avoir là-dessus, qui tient aussi peut-être certainement d'ailleurs à la taille de ces groupes-là. Et donc pour résumer, voilà, il faut reprendre la main réellement sur le secteur bancaire et financier en diminuant sa taille, en le remettant au service de ce pourquoi il est là, c'est-à-dire le financement de l'activité et le financement de l'activité dont nous avons besoin. En l'occurrence, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de faire la transformation écologique des sociétés. Donc cette crise peut nous permettre peut-être, si des difficultés bancaires se retrouvent liées à l'arrivée du coronavirus, ça peut être une occasion historique à ne pas rater de reprendre la main sur ce secteur-là. C'est en tout cas, ça serait un mal pour un bien, puisque ce secteur, s'il n'est pas réformé, s'il n'est pas transformé rapidement, nous met en danger, continuera à nous mettre en danger pendant de longues années. Alors sans attendre ces réformes importantes du secteur bancaire et financier, vous pouvez dès aujourd'hui bien placer votre argent de façon plus intelligente, et en tout cas le mettre au service de projets qui vous paraissent intéressants. Il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs de la finance solidaire qui font ce travail-là et qui est des acteurs très intéressants. Vous avez des généralistes comme la Nef par exemple, où vous pouvez placer votre argent dans des comptes de livrets très classiques comme vous pouvez rencontrer dans d'autres banques, sauf que là, eh bien, la Nef vous garantit que votre argent ne sera utilisé que pour des activités à utilité écologique ou sociale. Tout le détail de ces activités est produit par cet acteur financier, bancaire. Et puis vous avez des acteurs plus spécialisés qui vont financer différents secteurs d'activité. Vous avez par exemple une structure qui s'appelle une foncière agricole comme Terre de Liens, où vous pouvez placer votre argent également, et cet argent en fait va être intégralement utilisé pour installer des agriculteurs, pour acheter des terres, pour installer des agriculteurs en bio. Vous avez aussi des structures qui financent essentiellement la construction d'énergie renouvelable. Vous pouvez voir ça autour d'énergie partagée. Énergie partagée qui fédère un peu toutes les initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives en France de cet ordre-là, qui par l'intermédiaire de l'épargne citoyenne locale permet de financer notamment des installations photovoltaïques ou de l'éolien citoyen. Vous avez donc comme ça toute une finance citoyenne en fait qui existe. Renseignez-vous autour de vous, qui peut vous permettre de rendre votre argent utile et au service réellement de projets d'intérêt général. Voilà pour cette partie peut-être un peu longue sur la finance. Et rendez-vous donc dans la partie suivante qui sera la partie 4 et où on parlera surtout de l'impact de la crise sur l'État et particulièrement sur les finances publiques. Voilà, je vous remercie. Au revoir.